bienvenue dans le Deux Sèvres-Cast. Cette semaine, je suis toute seule avec Erwan de nouveau. Toute seule avec moi. Donc pas toute seule. Toute seule avec Erwan. Oui. D'accord. Bonjour Camille. Je suis avec Erwan et nous serons tous les deux tout seuls. Ça va pas non plus. Qu'est-ce que je fais Bonjour Camille. Je voulais dire qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Voilà. Ça va. C'est pas parce qu'on est deux, on va parler... On n'est pas seul. Pardon. Bon, voilà. On va parler d'intelligence artificielle. Voilà, parce que malheureusement, c'est mieux que nous. La naturelle, ça n'a pas l'air d'être au top aujourd'hui. Ouais. Et on va parler de Blade Runner et on va parler de l'application du gouvernement sur les alertes attentats. Parce qu'il y a des choses... Ça n'a rien à voir avec Blade Runner. Avec l'intelligence peut-être, par contre. Ah oui, non, ça, il n'y a pas... Voilà. Ouais. Bon, voilà. Bon, liaison. L'actu, hein. Il y a 2 semaines, donc, le gouvernement a sorti de son chapeau une application. Une application qui s'appelle SAIP pour Système d'information et d'alerte aux populations. Et ils ont dit que donc, ça servait à donner, par exemple, des alertes attentats. Ouais. Donc le principe, c'est que... D'abord pourquoi? Parce que quand il y a des problèmes du genre des attentats ou du genre des crises, ils ont remarqué que les gens ils disaient n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que c'était la panique, par définition, et que ça serait bien que les gens ils sachent un peu plus quelle est la vraie information et ce qu'il faut faire et tout ça pour qu'ils restent calmes. Ce qui est une très bonne idée. Et donc, ils ont fait une appli qui s'appelle SAIP et que tu peux télécharger sur ton smartphone et que si par exemple il y a un attentat, ton écran va devenir rouge, mais par contre, il n'y aura ni son ni vibreur parce que s'il y a un terroriste dans la même pièce que toi, il ne faudrait pas que tu attires l'attention sur toi. Donc, l'écran devient juste rouge et il y a un message d'alerte qui te dit qu'est-ce qui se passe et qui te dit aussi qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Du genre, les forces de l'ordre sont en train d'intervenir, ne bouge pas de là où tu es, ne fais pas de bruit. Et tu peux cliquer sur 2 boutons. Un bouton plus d'informations, où on t'explique plus d'informations, et un bouton comment agir, où on te donne d'autres consignes du genre ne téléphonez pas, parce que vous risquez de saturer le réseau, et c'est très important qu'on puisse téléphoner pour les choses vraiment urgentes. Il y a tellement de problèmes en une seule appli, c'est ça, que voilà, ça va être... Dans ma petite explication, il y a déjà énormément de problèmes. Oui, non, ça va pas, quoi. Enfin, il y a des choses qui vont pas, quand même. Non, mais déjà... Une appli. Déjà. Une appli Android et iOS. Donc voilà, on s'adresse aux gens qui ont Android, on s'adresse aux gens qui ont iOS. Ouais. Vous serez les gens informés en cas de problème, en cas d'attentat. Aux gens qui ont téléchargé l'appli du gouvernement et qui l'ont installée et qui ont libéré de la place parce qu'on n'a jamais de place sur iOS et Android pour installer cette application. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont prévu, donc ils ont dit oui, mais on sait que ça sera que pour les gens qui ont iOS et Android, mais vous n'avez qu'à être, attention, des ambassadeurs de la sécurité et faire passer le message, c'est-à-dire qu'il y aura un bouton partager, et là tu envoies l'alerte par Twitter, par texto, par mail aux autres gens dont tu sais qu'ils n'ont pas de smartphone ou qu'ils n'ont pas l'application, comme ça à la fin tout le monde est au courant. Sauf que, arrête-moi si je me trompe, mais par exemple l'instruction de ne pas téléphoner parce que le réseau, ça risque d'encombrer le réseau. Et si le réseau est encombré, comment l'appli elle est au courant qu'il y a un attentat? Comment on fait l'ambassadeur de la sécurité et comment l'appli marche si le réseau est saturé? Bah ouais. Oui, mais justement, si on te demande de ne pas téléphoner, le réseau ne sera pas saturé. Bah oui, mais il faut que j'ai lancé l'appli pour savoir qu'il ne faut pas téléphoner. Et bah, au prochain attentat, tu sauras qu'il faut pas téléphoner. C'est ça, ça se fait... C'est une appli en 2 temps. C'est en fait, ça a la phase d'apprentissage et la phase de... Ouais, non, il y a un problème quand même. Donc quand j'ai entendu parler de ça, j'ai senti qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Ça me plaisait pas trop. Et je connais quelqu'un qui nous avait déjà parlé de gestion de risque, d'application en cas d'alerte, de crise et tout ça. Un certain Gaël Musquet qui est super spécialiste là-dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce que Gaël il en pense? Allô Gaël, qu'est-ce que t'en penses? Et donc là, il a parlé pendant une demi-heure. Et moi, j'ai pris des notes en lui disant, s'il te plaît, tu peux parler moins vite parce que j'arrive pas à tout noter. Et ça a donné une interview que je vais donc vous résumer ici. En gros, Gaël, il dit, c'est une bonne initiative parce qu'il faut toujours parler des risques, il faut que les gens soient prévenus, les alertes et tout, c'est bien. Mais. Déjà,
pourquoi faire une application supplémentaire? Il y a déjà plein d'applications qui parlent d'alerte de risque, tout ça. Il y a une application du centre sismologique européen qui t'alerte en cas de séisme. Il y a une application de ta station de ski pour les risques d'avalanche. Il y a une application de l'Indre-et-Loire pour les risques d'inondation en Indre-et-Loire. Comme il dit, il y a l'application officielle de la Russie quand tu pars en vacances en Russie. Et à la fin, tu en as 15 sur ton téléphone. Donc soit tu es au taquet, tu les télécharges toutes, soit les gens ils se disent j'ai déjà une appli d'alerte, je vais pas en télécharger une autre. Enfin, morceler le marché comme ça des applis d'alerte, ça sert à rien, c'est contre-productif. Il faut. Puis tu te retrouves en Russie à être au courant d'une inondation en Indre-et-Loire. Ce qui n'est pas très utile. Ouais. Donc, enfin oui, pour que ça soit le plus efficace possible, justement, il faut regrouper les efforts le plus possible. Autre problème que les gens qui sont un petit peu soucieux de la vie privée ont vu tout de suite, j'installe une application donc développée par le ministère de l'Intérieur et le système d'information du gouvernement, le SIG, sur mon téléphone qui me demande une géolocalisation 24 heures sur 24 pour recevoir les alertes. Est-ce que j'ai envie que mon téléphone soit géolocalisé 24 sur 24 par le ministère de l'Intérieur? J'en connais qui veulent pas. Non, oui. Et puis d'ailleurs, on en avait parlé depuis un certain mois de juin 2013, 14, je ne sais plus, un certain Snowden, voilà, le fait d'envoyer comme ça des géolocalisations au gouvernement, enfin, c'est pas forcément le truc le plus intuitif de l'univers. Voilà, on n'a pas super confiance. Ensuite, c'est pas un logiciel libre, on ne connaît pas le code source, donc ça c'est bien Gaël, grand militant du logiciel libre. On ferait le point précédent. Hein, voilà. Donc, la communauté de développeurs du logiciel libre et les autres ne peuvent pas vérifier que tout fonctionne bien, faire des stress tests, juste mettre les mains à la pâte, regarder s'il n'y a pas de bug et donner un coup de main, quoi. On ne sait pas ce qu'ils ont foutu dedans. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? La saturation du réseau. Donc, l'application, elle passe par les réseaux 3G, 4G. Donc, si le réseau est saturé, l'application, elle ne marche plus. Ouais. Et le réseau est quand même donc, l'instruction de ne pas téléphoner pour ne pas saturer le réseau, vu qu'on sait très bien qu'en cas de catastrophe, notamment en cas d'attentat, c'est systématique, que ce soit à Boston le 13 novembre. Il suffit qu'il y ait un concert avec 300 personnes au même endroit pour que le réseau soit saturé. Ça s'appelle, alors il m'a appris un mot, ça s'appelle... Pardon, Non, tu savais? Ou tu as juste lu? Non, j'ai lu tes notes. D'accord, si tu savais, ça m'aurait impressionné quand même. Un MCE. Et puis j'ai lu ton interview sur Libération. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Et donc, le truc, c'est qu'en fait, il existe déjà une norme, comme il l'expliquait dans le 56K la dernière fois, qui s'appelle le Cell Broadcast, la diffusion cellulaire en français, et qui permet d'envoyer une alerte, non pas seulement aux smartphones Android et iOS, mais à tous les téléphones qu'il y a dans une région, dans la zone de couverture d'une antenne relais. Qu'ils soient même des tout petits Nokia d'il y a 20 ans, quoi. Ça marche aussi, ils le reçoivent, ils sont conçus pour. T'as pas besoin d'avoir le numéro de téléphone des gens à l'avance, ça envoie juste à tous les téléphones qui sont présents dans une région. Ça s'adresse aussi aux touristes qui ne sont même pas au courant qu'il existe une alerte en France et tout ça, qui ont un forfait étranger, qui sont en roaming, tout ça, ils le reçoivent aussi. C'est respectueux de la vie privée parce que t'as pas besoin de géolocaliser les gens. Ils l'ont même testé à Paris en 97. Les antennes, elles sont déjà prévues pour. Il suffit apparemment d'activer une option. Après, il faut un peu mettre en place une plateforme technique, c'est-à-dire qu'il faut mettre des passerelles pour que la préfecture puisse envoyer directement l'alerte qui passe par les opérateurs téléphoniques qui arrivent sur le téléphone des gens. Donc c'est un truc qu'il faut mettre en place, mais c'est pas compliqué, quoi. Oui, juste il faut décider de le faire. Ça coûte peut-être plus cher à installer que le développement d'une petite appli pour iOS et Android, sauf qu'une fois que c'est fait, ça marche. Et c'est vrai que là, on a un peu de mal à comprendre un truc qui en plus permet de passer au-dessus de ces mass call events, donc il n'y a pas de souci de saturation. C'est prévu pour que ça soit prioritaire sur le trafic, donc on reçoit toujours les applis. Tiens, d'ailleurs, il a un exemple. Donc ça, c'est Gaël qui l'a fait lui-même avec une antenne 4G qui le hack avec ses petites mains et qui le fait arriver sur un téléphone Android, comme ça on sait à quoi ça ressemble. Bah oui. Voilà, et sur un téléphone iOS. Ça, c'est le message japonais pour dire qu'il y a un tremblement de terre. Ah oui. Voilà. Oui, donc en fait, c'est une grosse interrogation. On ne sait pas pourquoi. C'est un problème de coût. Et en fait, ce qu'expliquait Gaël. C'est le travail, quoi, de développer une appli que tu sors de ta poche au lieu de faire comme font. Enfin, c'est quand même hallucinant. Le Cell Broadcast, il est développé, il est implanté en Espagne, Portugal, Italie, Finlande, Pays-Bas, Chine, États-Unis, Israël. Enfin, tout le monde sauf nous, quoi. Oui. Et c'est lié, en tout cas, à ce que nous disait Gaël, à
manque il n'y a pas de culture du risque en France. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas implanté chez nous et il faut commencer à se poser des questions, surtout aujourd'hui. Surtout, on voit que c'est pas forcément le truc qui ne servira pas, ça servira. Et une fois que c'est fait et ça marche pour tout. Ça marche pour les alertes enlèvement, les séismes, les inondations, les crues comme la dernière fois. Mais c'est vrai que ce SAIP, c'est un énorme problème en soi, en fait. Je trouve que c'est symbolique de tout ce qui ne va pas dans justement la prise en compte du risque. C'est impressionnant. Voilà, sur ces paroles optimistes, on va peut-être faire une petite virgule what the fuck pour se changer les idées. F. G. 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 Good. Stop. H. Give me an H. H. I. Hi. J. Voilà, c'est un... Comment ça s'appelle, là où on compile plein de films? C'est un supercut, c'est ça ou pas? Ouais. Où on apprend l'alphabet, donc avec des extraits de films célèbres. Sympa. C'est une vidéo de Burger Fiction. Alors, il faut que je me lance, ça prend le temps, il faut que mon cerveau se mette en place parce que nous allons parler de choses un tout petit peu compliquées, mais on va commencer par des choses simples. C'est que, en ce moment même, rendez-vous compte, est-ce que vous connaissez Blade Runner? Blade Runner, oui, bien sûr, le film de Ridley Scott adapté. Sinon, vous arrêtez de regarder de 56. Voilà, vous arrêtez, vous zappez, vous passez à autre chose. Blade Runner, adaptation du... J'ai donné par contre, parce que c'est un peu chiant, non? Hein? C'est un peu chiant, Blade Runner. Je ne rentrerai pas dans ce débat parce que j'adore. Mais voilà, je ne veux pas. C'est de la provocation. Je sais que c'est de la provocation. Tu as vu, je ne suis pas rentré dans ton jeu. Donc adaptation du roman de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. J'aimais bien le titre original, mais bon, peut-être qu'en film Blade Runner c'est mieux. Bref. C'était pas encore la mode des titres absurdes. Maintenant, ça se fait beaucoup. Oui. Mais pas sur les films de science-fiction sérieux. Non. Non, moins quand même. Donc Blade Runner, en fait, il est disponible en intégralité sur la plateforme Vimeo. Et la plateforme Vimeo n'a rien à voir avec T411 et avec les autres trucs un peu illégaux. Non, Vimeo, c'est là où on trouve les œuvres de création originale. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale de cette formidable plateforme qu'on aime bien de toute façon. Vimeo déconne pas avec le droit d'auteur. Si c'est pas toi qui as fait la vidéo, tu dégages. Tu dégages et c'est pour ça que Vimeo se prend rarement des notices des DMCA, des ayants droit. Et là, ils s'en sont pris une, parce qu'il y avait effectivement Blade Runner en intégralité sur leur site. Sauf que le film est toujours là. Et qu'il n'a pas été supprimé. C'est ce que j'attendais. Mais oui. Sauf que pourquoi? Mais oui, pourquoi? Mais parce que ce n'est pas vraiment Blade Runner qui est sur Vimeo. Alors déjà, il n'y a pas le son. Et l'image est un tout petit peu floue, un petit peu bizarre. Elle est plus que floue. En fait, elle est comme approximative, comme un peu brumeuse, comme des œufs brouillés. Ça va pas le faire. Alors, regardons un peu à quoi ressemble ce Blade Runner sur Vimeo. Alors, en fait, on vous a un peu spoilé la chose avec ce qui vient de se passer. Alors voilà, c'est le passage à droite. Alors là, on voit les deux. On voit le vrai Blade Runner et puis ce qui se retrouve à gauche et ce qui se retrouve sur Vimeo à droite. L'intégralité du film est disponible. Là, c'est une séquence vidéo qui compare les deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Eh bien, il s'agit de la reconstitution de Blade Runner par un réseau de neurones, par une intelligence artificielle. Ouais, donc un réseau de neurones, c'est pas un bout de cerveau qui a été sorti du crâne de quelqu'un et posé Ce serait bien. sur des diodes. Pourquoi pas, mais non. Non, c'est un réseau de neurones artificiel. Le réseau de neurones est une méthodologie, est une méthode d'intelligence artificielle. C'est un domaine de l'intelligence artificielle. Le réseau de neurones est ce qu'on appelle le deep learning, enfin la capacité, voilà, de ces algorithmes à apprendre. Et là, cet algorithme... réseau de neurones parce qu'en fait, ça imite un peu le fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire que tu le laisses apprendre tout seul. C'est ça. Et puis surtout, en fait, c'est un réseau de neurones, en informatique, c'est la création de plein de petits neurones, qu'on appelle des neurones artificiels, qui ont des données en entrée et qui, en fonction des données en entrée, balancent une donnée en sortie et puis balancent cette donnée en sortie à d'autres neurones qui font aussi leur travail de leur côté. La façon dont elles réfléchissent. Elles apprennent toutes seules leur méthode, quoi. Alors ça dépend, il y a des réseaux de neurones à qui on donne des instructions,
qu'on entraîne soi-même. Et puis il y a des réseaux de neurones un peu plus importants, des réseaux de neurones profonds qui sont capables d'apprendre eux-mêmes. Après, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui s'ajoutent, parce que en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est aussi la compilation de plein de méthodes d'intelligence artificielle. On l'a vu notamment récemment avec AlphaGo et Lucidol, le Google DeepMind, qui avait battu... C'était l'algorithme de Google qui a battu le champion du monde de jeu de Go. C'est ça. Qu'il a écrasé même. C'est ça. On va revenir sur ce Ridley Scott, sur ce Blade Runner. Donc on le voit, hein, ces images sont quand même assez impressionnantes. En fait, il faut savoir juste avant de faire un petit point sur ce que c'est le deep learning, voilà, que c'est pas un encodage classique comme on peut encoder les vidéos pour qu'elles pèsent moins lourd. Enfin voilà, il y a un côté un peu JPEG là-dedans, mais non, c'est pas ça. C'est que ce réseau de neurones, il a regardé 6 fois Blade Runner. Et en fait, après, la personne qui a créé Terence Broad, hein, qui est un étudiant en informatique et artiste britannique, lui a demandé, bah voilà, tu as regardé 6 fois Blade Runner, essaye de t'en souvenir quelque part. Et ça a donné ça, et lui-même a été étonné par la qualité du résultat. Donc, il lui disait, en gros, chaque image du film, tu as le droit de l'encoder sur, c'était quoi, 20 chiffres, un truc comme ça ? 200 chiffres. Donc il ne peut pas retenir toute une image avec seulement 200 chiffres, c'est trop peu. Donc il doit trouver lui-même une façon de s'en souvenir, il fabrique sa mémoire. Et après, vas-y, recrache le film d'après ce dont tu te souviens. C'est ça, c'est exactement ça. On va faire un petit rewind, parce que là on vous balance quand même plein de choses de deep learning, de réseaux de neurones, d'intelligence artificielle, etc. On va essayer d'expliquer un peu où est-ce qu'on en est là-dessus. D'ailleurs, en fait, on va vous conseiller, il y a une très très bonne vidéo qui est faite par David Louapre. C'est celui qui s'occupe de la chaîne YouTube Science Étonnante. On vous a mis un petit extrait. On vous mettra le lien évidemment sur la vidéo entière. On a vu comment fonctionnait le machine learning classique et on a vu comment on pouvait l'utiliser pour faire de la reconnaissance d'images, pourvu qu'on ait une étape précédente qui soit une étape de construction des caractéristiques essentielles de l'image qu'on pourrait ensuite donner à un réseau de neurones. L'idée un peu folle du deep learning, c'est de sauter cette étape. En gros, on va faire un gros réseau avec plein de couches de neurones et à qui on file l'image brute. C'est ce qu'on appelle un réseau profond, d'où l'appellation d'apprentissage profond ou deep learning en anglais. Alors je vous ai dit, a priori, cette idée, elle peut pas fonctionner, hein. Ça fait beaucoup trop de neurones, ça fait beaucoup trop de boutons à tourner, et la phase d'apprentissage ne marche pas. Eh ben, il y a quand même des gens qui ont voulu essayer. Un de ces pionniers, c'est un Français qui s'appelle Yann Lequin, et qui a commencé à utiliser ces méthodes dans les années 90. Alors à l'époque, la communauté de l'intelligence artificielle n'était pas du tout convaincue, et préférait s'intéresser à d'autres trucs. Et pendant à peu près 2 décennies, il n'y a qu'une poignée de personnes dans le monde qui ont continué à essayer de faire du deep learning. Sauf qu'en 2012, il y a eu une explosion. Il faut savoir que tous les ans, il y a une compétition de reconnaissance d'images qui est organisée, où tous les meilleurs algorithmes du monde s'affrontent. Vous pouvez voir ici les pourcentages d'erreurs obtenus par les différents algorithmes de la compétition, en 2010 et en 2011. Et plus le pourcentage est faible, meilleur est l'algorithme. Eh bien, en 2012, à la surprise générale, c'est un algorithme de deep learning qui a largement battu tout le monde. Et dès l'année suivante, tout le monde s'est mis à faire du deep learning dans cette compétition. Toute la vidéo est extrêmement bien faite, on comprend très bien ce que c'est le deep learning. Mais c'est pour en revenir à ce que raconte, je ne me rappelle plus de son nom, David Louapre dans la vidéo. On a beaucoup entendu parler ces derniers mois de deep learning pour cette victoire de Go, pour le symbole que c'était. C'est une intelligence artificielle qui bat un humain, et le Go, et c'était un peu la dernière forteresse de l'intelligence humaine. C'est beaucoup plus difficile que les échecs parce qu'ils ne pouvaient pas juste calculer tous les coups à l'avance, il y a beaucoup trop de combinaisons possibles. C'est ça, et puis donc il était obligé de faire une stratégie, quoi. Voilà, et c'était absolument fascinant de voir cette intelligence artificielle qui avait appris avec les coups des grands maîtres. Il y avait le mariage de plein de techniques différentes, l'apprentissage par renforcement, où le réseau de neurones apprend ses erreurs, ou avec un algorithme de Monte Carlo qui permet de choisir les coups. Enfin voilà, AlphaGo était avant tout un symbole. Mais le deep learning, comme l'explique la vidéo de Science Étonnante,
a explosé sur un sujet particulier, c'est la reconnaissance d'image. C'est vraiment là où on s'est dit à un moment, mais oui, mais ça marche, les réseaux de neurones profonds. Alors, il y a plein de raisons pour ça, et notamment la première raison, c'est l'utilisation, non pas du processeur des ordinateurs, comme c'est classiquement quand on utilise un ordinateur, on utilise le processeur, mais l'utiliser la GPU, c'est-à-dire le processeur des cartes graphiques qui sont extrêmement puissantes et surtout spécialisées dans l'image. Elles sont très à l'aise avec la manipulation d'image. Donc, en fait, ils ont utilisé ça comme ça. Et puis, à cette période-là, 2010, 2011, 2012, il y a aussi l'apparition de ImageNet. C'est une énorme base de données d'images qui sont taguées déjà. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un chat sur une image, il va y avoir un chat, il va y avoir des tags, des métadonnées liées à cette image, et c'est une image qui contient des millions d'images, une base de données qui contient des millions d'images, et avec lesquelles les intelligences artificielles et les réseaux de neurones s'amusent, parce qu'en fait, on peut leur donner plein d'images de chats, et grosso modo, il va en bouffer, et il va déjà savoir ce qu'il doit trouver. Et avec ça, en fait, il va apprendre à reconnaître quelles sont les caractéristiques des chats. C'est-à-dire qu'au bout de sa millième image de chat, il va comprendre le principe des oreilles pointues, les moustaches et tout ça. Telle forme d'yeux, il y a une queue, il y a ce genre de choses. Tous ces trucs, c'est qu'on appelle ça un chat. Voilà, et il va apprendre à reconnaître un chat tout seul. C'est ce qu'expliquait le truc par rapport à un réseau de neurones non profond, où on est obligé de lui dire, dans cette image, il y a des oreilles pointues, il y a des yeux et tout ça. L'algorithme de deep learning va apprendre à reconnaître tous les éléments de l'image. Et c'est là où il y a plein de progrès qui ont été faits en intelligence artificielle avec ces technologies de réseau profond. Et en fait, l'idée un petit peu folle, c'est que une fois qu'on a appris à un algorithme, un réseau de neurones de reconnaître les chats, pourquoi pas lui demander de marcher à l'envers et de créer des chats de lui-même. Dessiner un chat. De créer une image de chat, vu qu'il sait reconnaître toutes les caractéristiques d'un chat, et donc ça existe évidemment. Et donc voilà, là on voit en temps réel un réseau de neurones qui apprend qui redessine des chats à partir de ce qu'il a appris. C'est absolument fascinant, évidemment. Je ne vais pas aller dans le détail pour la simple et bonne raison que je ne comprends rien aux détails. Hein, donc voilà, j'essaye déjà de... C'est pas mal détaillé. Voilà. À partir de là, en fait, il y a sur cette capacité des réseaux de neurones à générer des images, il y a eu énormément de progrès, et notamment avec un chercheur, Alec Radford, qui bossait beaucoup sur la génération d'images par les réseaux de neurones. Et en novembre dernier, novembre 2015, il a un peu étonné tout le monde parce qu'il a balancé des images de chambres à coucher sur Internet. Et en fait, il a fait évidemment pas que sur Internet, il a fait comment on appelle ça, un papier, un article dans une revue scientifique, une publication scientifique, merci. Et en fait, il a montré comment un réseau de neurones pouvait apprendre à générer des chambres à coucher. Voilà. Ouais. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'il a utilisé un réseau de neurones qui, ça rappelle un peu AlphaGo, qui un peu se battait contre lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du réseau de neurones qui dessinait une chambre, qui crée une image de chambre, et l'autre partie du réseau de neurones qui essaie de deviner est-ce que l'image générée est une vraie chambre ou une chambre générée, ou une chambre qui n'existe pas. Et donc en fait, il essayait de s'améliorer. Comment ça s'appelle, le test de Turing là ? Il se fait son test tout seul. Oui, voilà, il fait son test tout seul. Il essaye de deviner lui-même si l'image qu'il a créée de l'autre côté est une vraie chambre ou une image générée. Et donc ça a inspiré pas mal de gens, parce que le résultat, surtout à force de s'auto-critiquer, grosso modo, il a fini par faire des images très impressionnantes. Alors, c'est très impressionnant, il faut relativiser, c'est encore des vignettes de 80 pixels sur 80 pixels. Hein, donc on n'est pas sur des images HD et tout ça, mais quand même, c'est un début. On en est au début. C'est des détails après. Voilà, il faut bien se rendre compte que c'est une technologie qui a explosé en 2012. Donc on est vraiment au balbutiement de ce traitement d'image par l'intelligence artificielle. Et donc, on en revient à Terence Broad. Terence Broad, donc artiste et étudiant en informatique britannique, qui avait beaucoup envie de jouer avec ces générations d'images et qui se dit j'aimerais bien apprendre à une intelligence artificielle à régénérer un film, en fait, à apprendre d'une part apprendre à reconnaître le film, et ensuite après apprendre à essayer qu'elle le régénère toute seule. Évidemment, il n'a pas pu partir de ces algorithmes qui créent à partir de rien des chambres à coucher. Donc comme tu le disais tout à l'heure, là c'est en 3 temps. Il y a
un premier temps, en fait, il va reconnaître et il va distinguer, essayer de récupérer des images, des éléments distinctifs des images. Et là, c'est là où, à partir d'une image du film, il va la compresser, l'encoder en 200 chiffres, en fait. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, 200 chiffres pour une image qui est composée de je ne sais pas combien de milliers de pixels. Et à partir de ça, il va y avoir l'intelligence artificielle qui va régénérer cette image à partir de ces 200 chiffres. Et après, il y a un troisième réseau de neurones qui va faire la différence entre les deux, un peu à la manière d'Alec Radford. Et avec ça, en fait, ça va permettre de mesurer la différence qu'il y a entre l'image régénérée à partir des 200 chiffres et l'image originale. Ça va mesurer la différence entre les deux ? S'améliorer. Oui. À s'améliorer, c'est-à-dire que plus le réseau de neurones va regarder le film, plus il va essayer de faire diminuer cette différence. Et après 6 visions, en fait, le réseau de neurones a regardé 6 fois Blade Runner. Il l'a regardé 6 fois, mais pas pour mieux le retenir. C'est à chaque fois, il le regarde, il le recrache. Voilà. Il le regarde, il le recrache mieux. C'est ça. Ça 6 fois de suite. C'est ça. C'est incrémental. Et alors là, je fais un petit disclaimer. J'espère juste ne pas raconter trop de conneries. J'ai lu beaucoup de choses, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais normalement, ça devrait pas être trop loin de ce qui s'est vraiment passé. À la prochaine émission, on sera meilleur. Exactement. Ça sera battu contre nous-mêmes. C'est ça. C'est itératif. Bref, et en fait, donc, il a réussi comme ça. Alors, regardez 6 fois Blade Runner, ça prend pas 6 fois 1h30, hein, évidemment. Lui, Terence Brown, il a bossé avec une GPU moyen de gamme, et donc ça lui a pris 2 semaines de regarder et d'analyser 6 fois Blade Runner. C'est une phase d'apprentissage du réseau de neurones, et après, il a dit à son réseau de neurones, voilà les chiffres de chaque image, tu me réencodes tout ça, et essaye de te souvenir, finalement, de ce que c'est Blade Runner. Et c'est assez marrant parce que finalement l'image qu'on voit, le résultat, ça ressemble à des souvenirs en fait. Pour moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Oui. Ça ressemble à un peu ce souvenir qu'on a d'un film après l'avoir vu. Il se passait ça, il y avait une explosion lumineuse. Oui, c'est ça. Après, on peut pas s'empêcher quand on parle de réseau de neurones et d'intelligence artificielle de faire de l'anthropomorphisme, de se dire voilà, l'intelligence artificielle, ils vont tous nous manger, Skynet, tout ça et tout ça. Mais c'est pour ressembler à un cerveau humain. Pourquoi on n'aurait pas le droit de les considérer pour l'instant, ce sont ça que des algorithmes, hein, c'est que des programmes informatiques. En rapport avec le trailer de Scanner Darkly. Voilà, donc il a refait évidemment ça avec d'autres films, dont Scanner Darkly, avec des meilleurs résultats parce que Scanner Darkly c'était avec des aplats de couleurs. Enfin, l'image était retraitée, c'était je sais plus comment ça s'appelle la technique, mais bref, on va regarder ce que ça donne avec Scanner Darkly. Là aussi, une adaptation d'un film d'un roman de Philippe K. Dick. Donc là, on voit, on distingue. Alors ça, c'est pareil. Hein, il apprend en regardant le film et puis il recrache. C'est pareil, ça ressemble à des souvenirs. Je trouve ça vraiment fascinant. Et enfin, évidemment, une fois qu'on a tout ça, on peut s'amuser. Et c'est là où il y a le côté un peu, on a ces outils, on a ces réseaux de neurones qui ont appris à se souvenir de films. Et ben là, il s'est dit, et si je prends le réseau de neurones qui se souvient et qui a appris Blade Runner, et si je lui donne des encodages d'autres films, c'est-à-dire un réseau qui a appris Blade Runner, et je lui dis, essaye de me recréer la publicité, là aussi réalisée par Ridley Scott, donc il y a quand même une cohérence. En 1984, la célèbre publicité d'Apple de 1984, et donc il a demandé au réseau de neurones qui avait appris Blade Runner de recracher. C'est-à-dire le réseau de neurones qui avait regardé 6 fois Blade Runner, il lui a montré une fois la pub d'Apple. Non, en fait, il a encodé la pub d'Apple avec ces 200 chiffres là, avec le moteur qui crée les images. Oui, donc il lui a fait regarder une fois. Voilà, c'est ça. D'accord. Au premier réseau de neurones d'encodage. Et puis après, il lui fait refaire avec toute son expérience de Blade Runner et juste une vision d'Apple, c'est ça ? C'est ça. Ok. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification. Et là, on est... Alors c'est artistique, bien sûr, c'est avant tout artistique, on est loin de l'expérience, on est loin d'AlphaGo là-dedans, hein. On est loin de ces expériences très sérieuses autour des réseaux de neurones. Mais il y a quelque chose d'absolument magique, d'absolument fascinant dans... On reconnaît des formes, on reconnaît des images. Il y a ce mélange comme ça, il y a une sorte de mix. Et puis finalement, l'expérience de Terence Broad, c'est ce qu'il explique dans un long article sur Medium. Et autant, ce que j'ai dit, autant artistique que scientifique.
Parce que voilà, il y a ce côté avec Blade Runner, un des éléments phares de Blade Runner, c'est le test de Voight-Kampff, où Descartes, qui est le personnage campé par Harrison Ford, essaye de distinguer les androïdes des êtres humains, en fait, essaye de repérer les androïdes, et puis finalement, pour faire ce moteur, ce réseau de neurones, il a utilisé avant tout un réseau de neurones qui essaie de distinguer une image générée d'une image réelle. Donc voilà, il y a une sorte de mise en abîme comme ça de tout le concept de Blade Runner. Voilà, je trouve que l'expérience... C'est un projet de malade. Ça fait combien de temps qu'il bosse dessus ? Pas très longtemps, quelques mois, parce que c'est quelque chose... il bosse dans les réseaux de neurones depuis plus longtemps, mais voilà, sur ce projet en particulier, quelques mois. Et c'est très prometteur sur ce qu'on va voir, et on va vraiment s'amuser avec ces algorithmes. La prochaine émission, on aura un réseau de neurones qui aura créé un jeu vidéo. Et qui recrachera aussi le 56 cast tout seul. Oh mon Dieu, non. Non, ça fait peur. C'est horrible. Si c'est comme ça, j'ai passé une vidéo débile pour les poils. Voilà. Ça va nous calmer un peu. Tu vois les geckos, ces petits animaux dont on croit à peine que ça existe tellement c'est mignon, les genres de lézards. Oui. Tu sais quel cri ils font dans la vie ? Pas du tout. Ils font ça, on va voir si tu me crois ou pas. Non. Il est tellement fake. Oui, fake, c'est un montage. Mais oui. Tu m'as fait peur. Quand même, c'était marqué au début en plus qu'ils avaient mis les sons Yoshi. Oui, mais moi franchement j'aurais trouvé ça classe. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de croire à ce genre de choses, tu vois. Écoute, on attend les geckos génétiquement modifiés alors. C'est ça. C'était une vidéo de Nimbus Film avec les geckos à l'origine. C'est une vidéo de Ina Leggins, voilà pour les crédits. Merci Erwan et à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Oui, c'est la dernière de la saison. Oui, ciao. Salut.